Alors bonjour, merci à tous. Voilà, c'est le deuxième talk de la journée, Time to Watches, avec ce programme de talk que je vous invite à retrouver sur le site timetowatches.com. Alors pour ce talk, on retrouve la société MBD Consulting qui vient de sortir un rapport, vous dites rapport je pense, sur les défis du secteur de l'horlogerie et de l'horlogerie de luxe, pardon. Et pour cela, j'accueille je vais te mal élever, mais Elvis Gonzalez, qui est le CEO de MBD Consulting, et Louisa Rosa, qui est la conseil stratégique chez MBD Consulting. Alors, je crois qu'on va commencer par une petite présentation, si vous pouvez vous présenter un peu votre parcours, et puis qu'est-ce qui vous a finalement conduit à mener cette étude. Donc, Elvis, on commence par toi ? On va peut-être commencer par Louisa. Ah, ok. Bon. De politesse. J'ai commencé les chefs, mais d'accord. Alors, c'est moi qui commence. Donc oui, Louisa Rosa, je suis business et stratégie analyste au sein du cabinet MBD. Et puis, dans le cadre de notre activité de conseil, donc je travaille sur des analyses sectorielles. Et puis, ce qui nous amène donc à cette étude sur l'horlogerie de luxe auquel donc, j'ai participé avec toute l'équipe d'analyse et de recherche du cabinet. Donc voilà un petit peu juste pour moi. Est-ce que Elvis, je vous laisse vous présenter avant de présenter l'étude ? Oui, très rapidement. Donc effectivement, mon nom est Elvis Gonzalez. Alors je travaille entre autres avec Louisa sur des problématiques dites stratégiques. Et puis j'ai cette casquette de diriger le cabinet. Voilà. Peut-être quelques mots sur l'étude. Alors oui, pourquoi cette étude sur les défis du secteur de l'horlogerie de luxe ? Donc on sait que le secteur il se trouve à un moment assez particulier. Il y a une grande croissance, donc une croissance record des exportations horlogères suisses. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui travaillaient dans le secteur. Encore une fois, entre 2022 et 2023, je crois qu'il y a près de 8% de personnes en plus qui travaillent dans le secteur. Donc on sait qu'on est dans une période un petit peu clé dans ce secteur-là. Et puis c'est pour ça que, premièrement, on s'est intéressé à ce secteur et à faire une analyse là-dessus. Et puis aussi tout simplement parce que nous, dans le cadre de notre activité de conseil, on a l'habitude de travailler avec des entreprises de Suisse romande. Et puis l'horlogerie, c'est simplement un secteur très important du tissu économique roman, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on s'y est intéressé. Et puis aussi, on voulait baser notre étude sur cet axe des défis parce qu'on est confronté aux défis des entreprises donc, dans notre quotidien. Puis voilà un petit peu pour les raisons qui nous ont amenés à faire cette étude. Je ne sais pas si Elvis voulait compléter. Alors aujourd'hui, l'étude, c'est 100 pages. 100 pages, c'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec GMT Publishing. GMT, je crois, qui est bien connu de notre audience et puis aussi des amateurs d'horlogerie. Comment est né ce partenariat C'était naturel de se retourner peut-être vers GMT par rapport en termes de diffusion Alors oui, effectivement. Peut-être premièrement, on voulait une étude qui soit unique. C'est-à-dire qu'on a analysé plus de 300 documents à travers la planète, dans les 4 coins de la planète. Et puis on voulait réaliser une étude sur l'industrie, finalement, avec des informations, en tout cas des nouveaux éléments qui n'apparaissent pas. Donc c'est un projet qui a quand même pris 12 mois, donc projet relativement long. Effectivement, aujourd'hui, ça se traduit par un rapport d'une centaine de pages qu'on peut lire en 2-3 heures. C'est un résumé ou non ? Là, c'est vraiment Là, c'est vraiment le rapport complet. Le rapport complet. Est-ce qu'il y a une version résumée Tout à fait. Et donc, on a aussi eu la chance de pouvoir interviewer en face à face plus de 50 dirigeants dans l'industrie, donc à peu près la quasi-totalité des grands acteurs. Et puis, on a pu aussi profiter d'un panel de plus de 500 acquéreurs, donc ce qui nous permettait d'avoir un regard des spécialistes de l'industrie et un regard finalement des acquéreurs, des clients potentiels, plus toutes les études qui avaient été réalisées jusqu'à présent. Donc, ça nous donnait vraiment quelque chose de global. Et puis, avec GMT Publishing, effectivement, on se connaît depuis des années, on collabore sur plusieurs projets, on ne fait pas du tout le même métier, donc c'est vrai qu'on a souvent des collaborations, voilà, parce qu'on s'apprécie, puis ils sont relativement professionnels. Très bien, merci. Alors, peut-être pour notre audience, comment est-ce qu'on réalise une étude comme celle-ci ? Alors vous, c'est votre métier, peut-être que c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour vos clients. Mais alors voilà,
vous avez évoqué le recueil de documents, de plus de 300, 500 documents pour conduire à cette étude. Ces discussions avec des clients finaux, ces discussions avec des personnes d'importance dans l'horlogerie, quelle était un petit peu la méthodologie? Alors, je vais laisser Louisa, mais peut-être juste en préambule, peut-être juste rappeler l'objectif qu'on avait, c'est vraiment de s'intéresser aux défis du secteur. Et notre rêve, l'étude est sortie hier, hein, donc on verra un petit peu les retours, c'était que n'importe quelle personne qui travaille dans l'industrie et qui décide d'en prendre connaissance, le lendemain, quand il retourne à son poste de travail, il ait quelque chose qu'il puisse mettre en place. Ça, c'est un peu notre rêve. On verra effectivement si c'est réalisé ou pas. Voilà. Et puis, je vous laisse peut-être... Comme Elvis l'a évoqué, l'objectif c'était d'avoir une vision un petit peu exhaustive et puis vraiment de multiplier les différentes sources d'informations. Et c'est pour ça qu'on est parti de l'existant, de toutes ces grandes études qui ont déjà été faites par plein de cabinets, qui a pris du temps aussi à rassembler et analyser. Et puis ensuite, cette collecte d'informations primaires qui a été faite par nos soins. Et puis ici, on a voulu avoir la perspective d'un côté des dirigeants. Donc là, ça a été aussi, il fallait trouver des contacts, etc. Ça a pris du temps, c'était 1 heure d'entretien, plus d'1 heure des fois d'entretien à chaque fois. Des CEO de l'horlogerie, des personnes influentes dans les organigrammes des maisons horlogères ou des grands groupes. Exactement. Et puis encore une fois, ici, on essayait d'avoir un panel assez diversifié de marques, d'experts, même de collectionneurs, de personnes qui connaissaient bien le secteur. Et puis ensuite, on avait aussi la volonté d'avoir la perspective donc, des acquéreurs. Et c'est pour ça qu'on a modélisé un questionnaire, qu'on a distribué à travers beaucoup de canaux différents. Donc encore une fois, beaucoup de travail, mais on a entendu beaucoup de choses dans les entretiens avec tous ces dirigeants. Et l'objectif aussi après, c'était d'avoir la perception des clients finaux. Est-ce que ça se recoupait ou pas, voilà. Pour la méthode. Alors bon, on va pas pouvoir voir aujourd'hui, c'est plutôt aussi un teaser par rapport à cette étude. Est-ce que vous pouvez nous définir les défis que vous avez mis en lumière ou peut-être une synthèse de cette étude pour encourager le public à la découvrir? Puis après, j'imagine que ça peut se dévorer du début à la fin ou peut-être par chapitre et puis après on revient en arrière, en avant. Quelle est un petit peu la synthèse ou alors les défis qui... Non, peut-être le premier élément, c'est qu'effectivement, ça peut se lire comme un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on a une dizaine de défis qu'on a identifiés comme étant cruciaux pour les 5-10 prochaines années. Donc, on va avoir des thématiques comme la distribution, c'est-à-dire quel modèle de distribution est adapté par rapport à ma marque. On va avoir une grosse thématique sur le marché secondaire. Oui, non, comment, pourquoi, futur. On a des thématiques plus opérationnelles comme la gestion des talents ou la pénurie des talents qui est relativement intéressant. On traite aussi toute la problématique des certifications. D'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui je dois obtenir certaines certifications? Comme le Swissmade, c'est ça, la certification, le COSC ou le Swissmade est un exemple, le COSC est un autre, Poinçon de Genève, enfin voilà, on en a toute une série. On a des thématiques comme le développement durable, qui est relativement important pour nous, donc qui est traité assez en profondeur. On va avoir d'autres éléments, alors j'ai peut-être pas tout en tête, oui. Les salons horlogers, voilà. Chaîne d'approvisionnement. Oui. Salon, sécurité aussi, qui fait partie des défis assez importants. Dans le chapitre sécurité, qu'est-ce qu'on retrouve D'abord, un constat, une analyse du fait qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est grandissant. Ah oui, par rapport à Ensuite, on regarde ce que les acteurs du secteur mettent en place par rapport à ça. Et puis ensuite, on a aussi une partie, ce qu'en pensent les acquéreurs, où on les sonde. Et puis, on a aussi une partie sur la premiumisation du marché. Donc voilà, pour un peu tous les thèmes qu'on évoque. Alors bon, moi, j'avais eu la chance de participer à l'étude. Je vous en remercie de m'avoir convié à cette étude. Et puis, aussi d'avoir cet aperçu de l'étude en primeur, il y a une dizaine de jours. Et j'avais retenu pour ce talk deux thèmes qui, à mon avis, sont importants là, dans le cadre du salon Time to Watches, des exposants, des participants éventuellement au talk, mais aussi plus tard quand il y aura la publication en ligne de ce talk, notamment le sujet de la distribution. Je pense que là, il serait intéressant de
il y a un vrai challenge. On a bien vu ce matin, on a fait un talk avec Thomas Bayo qui nous a réexpliqué un petit peu son modèle et cette volonté un peu disruptive par rapport à cette fonction commerciale. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ces défis de la distribution? Je pense que nos exposants ici seraient aussi intéressés de voir finalement comment est-ce qu'elle évolue. Est-ce qu'on est de plus en plus vers les consommateurs? Comment se porte la distribution aujourd'hui dans l'horlogerie? Est-ce qu'elle a totalement évolué? Est-ce que c'est révolutionné? Bonne question. Trop de questions en fait. Non, je peux large question, ouais. Peut-être juste en introduction. Merci Gérald Roden. En effet, alors nous on considère que quelque part le modèle de distribution d'une marque en l'occurrence est un choix stratégique. Basiquement, on a structuré le rapport sous trois grands éléments qui sont le retail, les wholesalers et puis le web en fait. Et grosso modo avec ces trois cartes, comment je joue en fait. Et puis donc on a fait une analyse de ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que vous avez des marques qui sont à 200% sur du retail, c'est-à-dire des magasins en marque propre, ainsi de suite. Vous avez encore des acteurs qui sont extrêmement présents sur wholesaler, voilà. Et puis on a une forme de présence et de timidité en même temps sur le web. Et finalement, la notion stratégique, c'est avec ces trois composantes, par rapport à qui je suis et où je veux aller, comment je peux les doser, en fait. Voilà, la recherche d'un équilibre en fonction de sa vision. Tout à fait. C'est juste une petite introduction avant que Louisa aille un peu plus loin. Oui. Vous parlez des évolutions du coup, dans la distribution. Ce qu'on a remarqué, donc un des axes principaux de ce chapitre, c'est le fait qu'on assiste à de plus en plus d'ouverture de boutiques en nom propre, monomarque, qui semble être une stratégie que beaucoup de marques suivent aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont liés à ça. On récupère le contrôle sur l'expérience client, sur la cérémonie de vente, sur les datas. On peut avoir toute la collection à proposer. Les vendeurs connaissent bien l'ADN de la marque, l'historique, etc. Et puis, semblerait-il, sont plus à même de le communiquer aux clients. Et puis, donc, on est parti de ce constat-là, mais on s'est aussi intéressé à la partie détaillant, qui ont encore leur place au sein de cet écosystème de distribution, parce que aussi, dans leur cas, il y a un certain nombre d'avantages à vendre dans des magasins multimarques. Ils bénéficient d'une clientèle de passage. Forcément, ils connaissent bien la clientèle locale, ils sont là depuis plus longtemps. Donc voilà, et puis il y a beaucoup aussi de défis qui sont liés au fait d'ouvrir des boutiques en propre, même si ça semble la stratégie que beaucoup suivent. C'est vrai qu'il faut avoir une attractivité qui est suffisante à la marque seule pour attirer les gens. C'est beaucoup d'investissements en ressources, il faut former du personnel. Et puis des fois, on observe que le métier de vente n'est pas tout à fait le même que le métier de production, en fait. Oui. Donc, voilà. Vous avez fait du mystery shopping, il me semble aussi, dans le cadre de l'étude. Vous êtes allé dans les boutiques et vous avez aussi mené des sondages un petit peu Et donc vous voyez justement ce constat entre finalement des boutiques multimarques, moins à l'aise individuellement sur une marque, évidemment une boutique qui serait monomarque. C'est un petit peu le... C'est pareil. Allez-y, question. Oui, on a fait effectivement une tournée Mystery Shopping à Genève, dans environ 30 boutiques, avec toute une série de critères à évaluer. On était plusieurs à le faire, et puis l'objectif c'était ça, c'était d'évaluer un petit peu l'accueil, la vente, etc. Et puis finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une différence énorme dans la qualité de l'expérience qu'on a eue dans ces différents types de boutiques. Et puis bon, il faut quand même préciser que cette tournée Client Mystère, c'était basé sur notre expérience propre. C'était pas des constats qui étaient forcément qu'on pouvait généraliser au secteur. Mais oui, il y a une petite différence. Je crois que c'était 0,5 points de différence de qualité d'expérience client. Et tous les détails sont dans le... Exactement. Sont dans
Oui, puis je voulais juste préciser que c'est assez normal que les résultats, quelque part, soient un peu plus élevés sur les boutiques en nom propre pour des raisons tout simplement pratiques. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui est conseiller dans une boutique et qui doit juste connaître une marque et une quinzaine de modèles, bien évidemment qu'il peut être beaucoup plus pointu que si je suis dans un wholesaler qui a 15 marques et avec 200 modèles hein, et qui évolue constamment. Hein. Et on a aussi poser la question dans le cadre de notre questionnaire, donc auprès du panel des 500 acquéreurs, concernant donc la qualité de l'expérience client dans les monomarques et multimarques. Et puis là encore, la différence, elle était assez minime, un petit peu meilleure dans les magasins monomarques, mais il n'y avait pas un écart non plus. Voilà. Et juste peut-être sur la partie distribution, une petite deux précisions en fait. Bien évidemment que les monomarques, c'est pas toujours un choix, c'est-à-dire comme Luisa disait, faut déjà avoir des capacités financières et puis il faut avoir une attractivité suffisamment forte pour que les clients potentiels se déplacent que pour une seule marque en fait. Hein. Alors bien évidemment que si je suis Audemars Piguet ou Rolex, bien évidemment que j'ai cette attractivité, mais il y a d'autres marques qui n'ont pas forcément cette attractivité, qui ont cet intérêt à être présents effectivement avec d'autres marques où on a un attrait global. Et puis le deuxième élément, c'est ce qu'on a souvent tendance à faire l'erreur, c'est pas parce que je vois une boutique d'une marque que c'est forcément la marque qui est propriétaire. C'est-à-dire des fois c'est des wholesalers qui en réalité sont propriétaires de ce point de vente et de distribution. Hein, donc voilà, donc on rentre un peu plus dans la complexité des stratégies, mais voilà, c'est pas forcément que la marque est propriétaire. Même avec des phénomènes de pop-up store dans des boutiques effectivement multimarques qui sont des solutions pour des marques qui ne peuvent pas forcément se permettre ou qui n'ont pas forcément la capacité, parce qu'après évidemment une question de produits à pouvoir proposer. Donc c'est vrai qu'il y a des stratégies qui doivent être certainement là aussi trouver un équilibre pour permettre ça. Deuxième thème que moi j'avais effectivement retenu dans le cadre de l'étude, c'est évidemment le marché secondaire. Le marché secondaire dont on a tous vu l'explosion ces dernières années. Alors, qu'est-ce que révèle l'étude à ce sujet? Est-ce que cette explosion est amenée à se poursuivre, c'est-à-dire qu'on est encore dans cette courbe ascendante de ce marché-là, ou est-ce qu'au contraire, ça a tendance à se calmer? Quelles sont un peu les conclusions de l'étude sur ce chapitre? Alors bon, globalement, la croissance continue. En réalité, donc le marché d'ici quelque part peu d'années devrait dépasser le marché du neuf. Donc c'est un marché qui est relativement colossal et qui va le devenir. Donc il a de plus en plus d'engouement. Maintenant, ce que révèle l'étude, alors il y a beaucoup d'éléments, je vous conseille de la lire, c'est un chapitre qui est relativement long, et je pense que c'est un chapitre qui vaut la peine d'être lu, parce que c'est de nouveau une décision ou des choix cruciaux pour une marque, c'est-à-dire est-ce que je m'intéresse à ce marché secondaire ou est-ce que je ne m'intéresse pas? Et la question clé, c'est si je m'intéresse, comment je le fais? Donc ces dernières années, on a vu quelques initiatives, on a pas mal de timidité, ça peut faire peur, parce que c'est un monde qui est différent, mais c'est une grosse source de croissance potentielle pour les années à venir, quoi, clairement. Pour les marques? Pour les marques. Est-ce que, bon, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce que parmi les CEO que vous avez interrogés, il y a des marques aujourd'hui qui typiquement vous disent nous on ne sait pas faire, on ne veut pas le faire, on n'est pas prêt, on laisse des différentes autres plateformes pour le moment s'en occuper, alors qu'effectivement on a vu qu'il y a d'autres acteurs de ce marché horloger qui ont développé leur propre programme CPO, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Alors en fait, jusqu'à il y a peu d'années, à peu près toutes les marques laissaient faire en fait. C'est juste, oui. Oui. Donc depuis essentiellement 3-4 ans, il y a une partie des marques qui s'intéressent, qui développent des programmes. Certains sont déjà sur le marché. Pour en prendre un qui a fait peut-être un peu plus de bruit que les autres, c'est les certifications Rolex en fait, avec très attendu, un premier test avec Bucherer, puis ça s'est déployé dans les autres pays avec Pisa en Italie, enfin les gens passent. Et puis il y a d'autres programmes, effectivement, d'autres marques, que ce soit des historiques comme chez Zénith par exemple, pour les prendre que.
Je dirais que sans trahir de confidentialité, une grande partie des marques réfléchissent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la solution, mais ils réfléchissent. Parce que de toute manière, c'est un marché qui est pris, c'est-à-dire il est existant. Vous avez des pure players à travers le web qui se sont développés avec des volumes de vente assez colossaux. Vous avez les acteurs, petits acteurs qu'on va retrouver dans toutes les villes à travers la planète, dont on a 4 ou 5 sur Genève qui prennent une partie de ce marché. Vous avez certains groupes horlogers qui ont développé leurs propres solutions. Donc voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Après, les solutions sont complexes. Elles sont complexes parce que ça rentre en opposition avec mon business central qui est la vente du neuf. Il y a des problématiques de prix, il y a des problématiques de valorisation, des problématiques de compétences pour des évaluations, des systèmes de distribution qui ne sont pas forcément les mêmes. Enfin voilà, il y a pas mal de complexité derrière. Et il y en a une qui pour nous est centrale et c'est ce qui freine aujourd'hui beaucoup d'acteurs, c'est que ça implique automatiquement une évolution ou un changement du modèle d'affaires en fait. Et ça c'est assez dur. C'est assez dur surtout quand j'ai une activité, un business qui fonctionne, où tout se passe bien, c'est un peu délicat de le toucher dans ses fondements en fait. Louisa, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense Est-ce que lui, est-ce qu'il a compris l'étude ? Oui, il a compris l'étude. Je l'ai lu ce matin. Elle est sortie hier, c'est déjà très bien. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un sujet qui laissait personne... tout le monde s'y intéresse d'une manière ou d'une autre. Et puis, même si certains acteurs nous confiaient qu'ils n'avaient pas le projet forcément d'y rentrer, tout le monde le monitore, tout le monde se renseigne, parce que c'est aussi une source d'informations précieuse sur l'attractivité de ces modèles, etc., sur ce qui plaît moins, au niveau de tous ces indices qui sont compilés sur les prix des montres, etc. Voilà. Et puis il y a plusieurs facteurs en fait qui amènent les marques à s'intéresser. Déjà, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, d'accord. Un des avantages avec l'horlogerie dite de luxe, c'est que basiquement, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire, c'est un produit qui est ta vie quelque part en fait, avoir plusieurs vies. Deuxièmement, on parlait très rapidement tout à l'heure de développement durable, mais il y a une notion de circularité là derrière aussi. Et puis le troisième élément, peut-être que je ne sais plus si on l'évoque dans l'étude ou pas, c'est une évolution sociétale des comportements des acheteurs. Aujourd'hui, quand vous allez racheter un nouveau véhicule et que vous arrivez chez le garage qui vous a vendu le véhicule il y a 3-4 ans en arrière, vous serez surpris qu'ils vous disent « je ne veux pas vous le reprendre en fait, si vous me prenez un neuf en fait ». Donc il y a aussi certaines évolutions comportementales qui font que ça met aussi une forme de pression auprès des acteurs. Merci Elvis. Alors, est-ce que par hasard dans le public vous avez des questions à nos spécialistes ? Alors je sais qu'évidemment vous n'avez pas encore pu voir l'étude qui est ici en primeur. On en a quelques exemplaires, mais on va rapidement les faire parvenir au salon pour qu'il y en ait au moins jusqu'à la fin de la semaine. Sinon, où est-ce qu'elle est disponible cette étude ? Oui, si je peux me permettre, ça fait partie de notre ADN à chaque fois qu'on réalise une étude, c'est qu'à partir du moment où elle devient publique, elle est en libre accès à tout un chacun. Donc effectivement, il y a un lien sur notre site internet. On mettra le lien sur le LinkedIn tout à fait, de Time to Watches. Elle peut être téléchargée gratuitement en fait, à toute personne qui souhaite la consulter. Elle est en français actuellement et je crois que c'est dans 2 semaines que la version anglaise arrive, quelque chose comme ça à peu près, Luisa. Voilà. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un... Ah, on a une dame là. Alors, écoutez, j'arrive. Écoutez, je viens vers vous. Vous parlez fort ? Bon, j'ai bien de la chance. J'ai une question sur votre dernier sujet. Bonjour déjà et merci pour ces informations super intéressantes. Ça donne envie de lire l'étude. Ma question c'est, est-ce que vous avez noté dans vos interviews auprès des CEO de marque que ce marché du secondaire s'inscrivait vraiment dans une stratégie de la sustainability et donc est carrément souhaitable pour l'avenir. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une énergie qui allait dans ce sens-là ? Ou, à l'inverse, est-ce que c'est beaucoup plus le souhait de récupérer de l'information, comprendre qu'est-ce qui marche pas, maîtriser une partie de son business ? Est-ce que c'est une volonté de maîtrise de son business ou est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière de s'inscrire dans une stratégie de patrimoine vivant et de circularité ? Je vais peut-être répondre à cette question. Alors,
Je réponds globalement, bien évidemment, et pas individuel, parce que dans la palette qu'on a, il y a de tout. Hein. Je pense que l'engouement est encore assez faible, en fait. Hein. Et si on prend cette notion liée au développement durable au sens large du terme, c'est pas l'élément qui motive le plus aujourd'hui. Voilà, et ça, je pense que c'est une réalité. Bien évidemment qu'on va avoir des contre-exemples hein, dans les CEO de maisons horlogères, mais globalement, c'est pas ça qui motive le plus. Et justement, là, je change un peu de casquette, mais c'est aussi un peu le rôle, quelque part, que nous, on joue en tant que cabinet de conseil, déjà de pouvoir mettre en lumière toutes les connexions qu'il peut y avoir et du pourquoi ce serait important et intéressant de le faire en fait. Hein. Mais voilà, en toute honnêteté, je peux pas dire qu'il y avait un engouement qui était monstrueux, quoi. Très bien, ça balance. Une autre question éventuellement ou un point de précision que l'assistance souhaiterait avoir. Gérald, tu as des questions? Non, pas de questions. Très bien. Écoutez, quelle est la suite? Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une version anglaise qui arrive donc. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs suites. Juste une précision. Donc, il y a le rapport de l'étude. Effectivement, ça fait un peu plus d'une centaine de pages. Donc, c'est relativement lourd, même s'il peut être lu par thématique. Sinon, je crois que vous l'avez à l'entrée dans le dernier magazine GMT qui est paru hier, oui, pour leur 24e anniversaire. Il y a une synthèse de 16 pages. Voilà, donc 16 pages en mode magazine, donc c'est aussi un peu condensé. Donc voilà, ça peut être une première lecture qui prend un peu moins de temps. Donc on disait cette version en anglaise, on a aussi un complément à l'étude 100% focalisé sur les sous-traitants qui arrive, je ne vais pas donner de date parce que voilà, mais disons, dans l'horlogerie on ne donne pas de date de livraison, mais qui arrive dans les mois qui suivent. Et puis après peut-être moins intéressant ici, mais on a aussi un complément spécifique pour l'Asie du Sud-Est. Voilà, pour les spécificités de l'Asie du Sud-Est, voilà, qu'on présentera à Hong Kong en septembre. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce talk. Merci Elvis, merci Louisa. Elvis. Si, merci beaucoup pour cette invitation, beaucoup de plaisir. La discussion continue, bien sûr, en dehors des spots et du film. Je vous invite vraiment à venir nous retrouver ici, à discuter et puis à échanger sur ces défis de l'horlogerie. Merci mille fois à vous d'être venus quand même en primeur, puisque l'étude est sortie hier. Donc merci mille fois de votre temps. Et puis bravo encore, et puis vivement la suite, parce que j'imagine que c'est le début d'une grande aventure. Et c'est aussi ça qui va être intéressant dans une étude qui va se répéter, qui va se compléter d'année en année. Donc bravo et merci pour l'industrie. Merci. Merci pour l'invitation. Merci.